Donc, en tant que modérateur, mais là, j'ai le plaisir pour le premier étudiant qui va venir présenter sa présentation. C'est Michel Gaumont. Alors, Michel Gaumont, c'est un étudiant à la maîtrise. Il est sous la direction de Miguel Montoro Girona, de l'UQAT, et la co-direction de Guillaume Grosbois, de l'UQAT, et de Cassandra Waldron, du CFL. Alors, son projet, c'est comment le chablis dans les bandes riveraines affecte la qualité de l'eau dans les écosystèmes d'eau douce boréaux. Alors, Michel, je t'inviterai à venir en avant. Je ne sais pas s'il y a une présentation, ça doit. Merci. OK, parfait. Ouais. Donc, on m'entend bien, on est correct avec les micros. Parfait. C'est Michel Guimond, mais c'est pas grave, ça m'a fait rire. Donc, on peut commencer? OK, prendre ça pour oui. Bienvenue, je suis super content de venir vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des résultats de mon projet de maîtrise. Donc, comme Pascal a parlé, je travaille sur la bande riveraine ici, en territoire boréal. Donc, pour commencer, la forêt boréale, une petite présentation, c'est un pilier de développement économique, comme on a parlé ici, mais ça a aussi une super importance culturelle pour les populations ici et pour les communautés autochtones. Donc, c'est pour ça souvent qu'on pense à la forêt comme étant une ressource. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la forêt boréale, c'est aussi la plus grande source d'eau douce mondiale. Donc, il faut essayer d'avoir un espèce de conciliement entre l'utilisation qu'on fait du territoire, mais aussi la protection d'une ressource qui est super importante. Et c'est ici qu'entre en jeu la bande riveraine, qui est un des seuls outils de protection qu'on a sur le territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la bande riveraine? C'est pour essayer de réduire les impacts plus négatifs de la coupe forestière. Le premier et le principal qu'on trouve surtout sur le terrain, puis ça, c'est des photos que j'ai prises directement sur mes sites d'études, c'est l'orniérage. Donc, quand on vient faire la récolte, on utilise des machines. Les machines, après ça, vont compacter le sol. Donc, quand le sol est compacté, l'eau est plus capable de s'infiltrer après, puis ça va créer d'autres problèmes, dont le lessivage, l'érosion et la sédimentation. Donc, l'idée de la bande riveraine, c'est de créer une espèce de tampon qui va réduire ces impacts-là. Donc, la bande riveraine, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est un outil sylvicole, donc c'est un outil qu'on utilise lors de la récolte forestière pour protéger une largeur qui est définie du milieu riverain. Donc, ça fait partie du RADF, donc le Règlement de l'aménagement durable des forêts. C'est réglementaire, c'est un 20 mètres de protection stricte où on empêche les machines de rentrer. Donc, l'idée, c'est de réduire l'orniérage directement sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on protège le milieu qui est riverain? C'est intéressant parce que c'est un milieu qui est écotone. Donc, c'est un environnement de transition entre la forêt et l'eau. Donc, il y a toujours des interactions entre les deux. Donc, en protégeant le milieu forestier, on est aussi capable de protéger par la bande le milieu aquatique qu'on retrouve à côté. Donc, la fonction principale de la bande riveraine, c'est bien sûr de protéger la ressource aquatique à côté, donc créer une distance entre la récolte forestière et le milieu aquatique. Mais ça a aussi des effets plus secondaires qui sont super intéressants aussi. Ça permet de créer un habitat de refuge pour la biodiversité. Ça laisse une bande de protection que la faune peut utiliser. Puis ça permet aussi de connecter nos peuplements forestiers entre eux. Donc, quand on crée des coupes forestières, on crée des trous. Donc, en laissant des bandes dans tout ça, on est capable de connecter tous nos peuplements qui ne sont pas récoltés. Les grandes problématiques qu'on retrouve surtout avec la bande riveraine, c'est que c'est une utilisation qui est uniforme. Donc, comme j'en ai parlé un petit peu, ça fait partie du RADF. Le 20 mètres de protection stricte est appliqué partout pareil, qu'on soit ici en Abitibi ou à Montréal ou à Québec. Donc, on peut se poser des questions sur son efficacité. C'est aussi une utilisation qu'on fait à long terme. Donc, quand on vient et qu'on récolte, on laisse le 20 mètres, puis on ne revient pas plus tard pour voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. 20 mètres, c'est aussi une faible dimension. On peut se poser des questions sur son efficacité. On a un manque de suivi et d'entretien, comme j'en ai parlé. Et je vole un peu le punch avec ma photo. Il y a aussi beaucoup de mortalité par chablis qu'on retrouve sur le territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chablis ici sur les bandes riveraines? C'est surtout qu'on augmente l'exposition. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive et qu'on récolte, on crée des espaces plus ouverts, qui fait que le vent est plus facilement, après ça, capable de se rendre aux arbres. Le vent, il y a aussi plus de vitesse, plus de force, parce que, en créant des ouvertures, il y a un effet d'engouffrement, donc le vent est plus facilement capable de se rendre aux arbres. Puis, on a récolté la forêt. Fait qu'il y a moins de friction avec le vent, donc le vent a plus de force, juste de manière générale.
Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, en créant des coupes forestières, on perturbe le sol, puis on perturbe les arbres, donc eux aussi vont être plus affaiblis. On peut briser des racines, on peut briser des tiges, donc eux autres vont avoir plus tendance à tomber facilement. Ce qu'on oublie aussi des fois, c'est que le milieu riverain, c'est aussi un milieu qui est naturellement exposé. Donc on se retrouve à côté de lacs et de rivières, on retrouve du vent naturellement. Donc si on met tout ça ensemble, les coupes forestières plus les milieux aquatiques, c'est pas surprenant qu'on se retrouve avec beaucoup de charblis. Donc pour mon projet, on a essayé de caractériser un peu le type de mortalité qu'on retrouvait. Donc, on a regardé les charblis qui étaient cassés, qui sont principalement avec les pneus noirs, les charblis renversés, principalement avec le pin gris, et la mortalité sur pied, donc les chicots. Donc, l'objectif de mon projet, c'est d'essayer d'évaluer le charbli, ses effets sur les peuplements forestiers en tant que tels dans les bandes riveraines, mais ses effets aussi avec les milieux aquatiques, étant donné qu'on suspecte que la bande riveraine, c'est un environnement de protection. Si on perturbe cet environnement-là, peut-être que ces effets vont être moins puissants. Donc, pour répondre à cette question-là, on s'est donné 3 objectifs. Donc, mon premier, c'est d'essayer de regarder le taux de charblis. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement dans la bande riveraine? Après ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui cause les charblis. Est-ce que c'est plus la récolte? C'est-tu le type de peuplement? C'est-tu le sol? C'est-tu la topographie? Donc, regardez l'environnement forestier en tant que tel, c'est quoi les causes? Et après ça, regardez les interactions entre le charblis et l'eau pour regarder effectivement est-ce que la bande riveraine est capable de faire son travail. Donc, on a fait ça ici en Abitibi, dans la MRC Abitibi. Vous avez au centre Amos pour vous repérer. C'est un territoire qu'on trouve principalement avec 2 types de peuplements forestiers, donc les pneus noirs et les pins gris, qui sont aussi les plus récoltés, donc c'est pour ça qu'on les a choisis. Nous, on a décidé de sélectionner des coupes totales, donc des CPRS, qui ont été faites d'il y a environ 10 à 20 ans. Donc, ça permet de, 1, laisser du temps pour que les charblis arrivent, puis 2, avoir un effet à plus moyen long terme pour regarder est-ce que l'effet de protection est aussi durable dans le temps. On se retrouve sur un territoire de la plaine argileuse et d'Esquerre. Donc, pour mon projet, c'est intéressant parce que ça permet de, 1, avoir 2 milieux de croissance, donc l'argile super dense, beaucoup de milieux humides, et les environnements d'Esquerre, où est-ce que c'est plus xérique, donc plus sec, et beaucoup moins d'éléments nutritifs. Puis ça permet aussi d'avoir 2 milieux aquatiques super différenciés, donc des très bons contrastes. Donc, sur la carte ici, on peut voir qu'on a fait la moitié sur argile, l'autre moitié sur Esquerre, et les 2 types de peuplement, pour un total de 40 sites. Donc, pour ce qui est de mon plan d'échantillonnage, c'est juste pour représenter un peu qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain. Donc, on a caractérisé l'environnement forestier en tant que tel au centre, et on a fait après ça une caractérisation du milieu aquatique, et on a regardé aussi l'environnement qui a été récolté à droite. Donc, ça, c'était sur le terrain. Après ça, j'ai fait de la caractérisation, comme j'en ai parlé un peu sur le terrain, puis on a pris beaucoup de données qui venaient aussi du ministère. J'ai fait bien de la cartographie. Donc, on a regardé, pour ce qui est de la caractéristique des peuplements, on a pris de l'information directement dehors, qu'on a supplémenté avec l'information du ministère. Après ça, on a regardé aussi la topographie du terrain. Donc, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on a des montagnes, est-ce qu'on est dans des vallées? Donc, c'est quoi comme environnement forestier qu'on a? Après ça, le climat, c'est quoi la vitesse du vent, les phénomènes de vent moyen, les phénomènes de vent plus fort. Donc, vraiment voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et après ça, bien sûr, les caractéristiques des coupes forestières. Donc, on a regardé la dimension des coupes, le périmètre des coupes, les emplacements des coupes entre eux. Donc, vraiment voir c'est quoi l'effet plus anthropique, c'est quoi le pattern de coupe qu'on avait sur notre terrain. Après tout ça, on a créé un indice de la qualité de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'être capable de comparer des pommes avec des pommes parce que j'ai des types de milieux aquatiques qui sont différents, j'ai des forêts, des types de sols qui étaient différents. Donc, vraiment rapporter tout ça sur une même échelle. Donc, pour faire ça, on a créé un agrégat de paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, l'idée, c'est, si on a 0, c'est de l'eau pure SK comme on aurait à Amos, et 100 et plus, c'est de l'eau de mauvaise qualité. Donc, l'agrégat qu'on a fait, c'est principalement pH, conductivité, les éléments nutritifs, donc azote, phosphore, l'oxygène, le carbone et le ceston, qui est la matière particulière. Donc, on a fait ça directement sur le terrain, et après ça, au laboratoire pour analyser tout ça. Donc, je vais vous présenter mes résultats. Donc, pour mon premier objectif, le charblis. Donc, ce que je présente ici, c'est le taux de charblis qui est total en Y. Donc, ça comprend les charblis qui étaient cassés et les charblis qui étaient renversés. Vous avez les 2 types de peuplements forestiers, donc les pneus noirs et le pin gris, et les 2 types de substrats, donc l'argile et l'esquerre. Donc, rapidement, ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que après la récolte, on a doublé la mortalité. Donc, on est passé de 18 à 35 %, ce qui est un effet qui est significatif, mais qui est aussi assez fort. Ça, dans le fond, je présente aussi les types de mortalité générale. Donc, rapidement, le type de charblis qui était le plus présent, c'était les renversés. Ensuite, les charblis qui étaient cassés. Et on avait des plus petites proportions de mortalité sur pied, les chicots. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a retrouvé des différences significatives pour tous les peuplements des pneus noirs.
Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous a pas vraiment surpris parce que l'épithète noire, c'est une espèce qui est connue, qui est facilement affectée par le charbly. Ce qui nous a plus surpris, c'est de voir que le pain gris était affecté aussi par ça, et surtout principalement avec les substrats argileux. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on suspecte que c'est une interaction plus spécifique entre le pain gris et l'argile, étant donné que le pain gris, c'est une espèce qui est adaptée aux conditions plus xériques. Il est habitué d'être sur l'escar. Donc, quand on se ramasse dans un environnement plus aquatique, on suspecte que son enracinement serait moins profond, et donc il aurait plus tendance à tomber par la suite. Donc, c'est l'environnement où on a retrouvé le plus de mortalité. Puis ça va revenir souvent dans mes données. Donc, rappelez-vous, pain gris sur argile. Donc, pour mon deuxième objectif, les causes de charbly, ici, ce qu'on a fait, c'est un arbre de décision. Donc, l'idée, c'est de voir, OK, si on prend tous les paramètres que j'ai parlé tantôt, donc les caractéristiques des peuplements, la vitesse du vent, après ça, la topographie, donc toutes ces affaires-là ensemble, c'est quoi les paramètres les plus importants qui vont ressortir? Donc, les trois premiers qui nous sont sortis ont été l'altitude, l'aire de la récolte, puis l'aire des milieux aquatiques. Qu'est-ce que ces trois choses-là ont ensemble? C'est l'exposition sur le territoire. Donc, plus on augmente l'exposition au vent, plus on va augmenter après ça la mortalité qu'on va retrouver. Si on est sur des collines comme sur l'Escar, on augmente beaucoup la mortalité, ce qui explique que de manière générale, comparativement, mettons, entre l'Argile et l'Escar, on avait toujours plus de mortalité sur l'Escar. C'est vraiment à cause de l'exposition topographique. Après ça, plus on a des aires de récolte qui sont grandes, plus on expose au vent. Donc, si on se retrouve dans un terrain comme ça, ce n'est pas surprenant après ça qu'on a beaucoup de vent. Et on a une interaction un peu plus spécifique avec les milieux aquatiques que je vais parler tantôt. Après ça, c'était les caractéristiques plus des peuplements. Donc, si on a des peuplements qui sont plus âgés, naturellement, les arbres vont être plus hauts et on va avoir un profil des lancements qui va être différent. Donc, les lancements, c'est le ratio entre la grosseur et la hauteur de notre arbre. Donc, si on a un arbre qui est petit et grand, structurellement, ça ressemble plus à une braisée, c'est facile à casser. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est de l'information qu'on a avant la récolte. Donc, on peut essayer de un peu mitiger ces problèmes-là. Et ça, on le voit aussi directement sur mes photos. Donc, souvent, les arbres qui étaient plus gros avaient tendance à rester, puis les arbres plus petits tombaient. Et finalement, ça va surprendre personne, la vitesse du vent. Donc, plus on a des phénomènes de vent plus forts, plus on va avoir tendance à avoir des charblis par la suite. Donc, ici, ce que je présente, c'est les 6 paramètres que je viens de vous présenter en fonction de la mortalité qu'on voit en Y. Donc, tous les paramètres qui étaient reliés avec l'exposition sur le terrain, plus on augmente l'exposition, plus on va avoir un taux de charbly qui augmente. Donc, c'est vraiment très linéaire, c'est super facile à voir. Après ça, on a une relation un peu inverse avec la dimension des milieux aquatiques. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on n'y pense pas, mais ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est une relation qui est négative. Donc, plus on augmente la superficie de nos milieux aquatiques, plus les arbres sont habitués d'avoir du vent. Ils sont à côté d'un grand lac, donc l'enracinement est probablement plus profond, sont plus stables, donc eux vont avoir moins tendance à tomber. Donc ça, c'est intéressant si on fait de la récolte à côté de peut-être des plus petites rivières, des plus petits lacs, eux vont être plus facilement affectés par le vent. Et après ça, on voit une relation un peu linéaire, un petit peu moins forte, pour ce qui est des caractéristiques des peuplements, comme j'en ai parlé. Donc, pour mon troisième objectif, l'interaction entre le charbly et l'eau, ici, je vous présente un graphique sur la qualité de l'eau, donc l'échelle que je vous ai présentée tantôt, en fonction des deux peuplements et des deux types de substrats. Donc, j'ai mis des petits bonhommes pour vous rappeler que si on a une valeur qui est basse, c'est toujours mieux qu'une valeur qui est haute. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, de manière générale, l'effet sur l'escar était plus prononcé, étant donné que l'escar, naturellement, c'est un environnement qui a une très haute qualité d'eau. Donc, dès qu'on fait de la récolte forestière, les effets sont plus prononcés. C'est un environnement qui est super sensible. Ce qu'on voit aussi, c'est que le pain gris sur l'argile, c'est l'environnement où on trouvait le plus de différences entre nos sites de bande riveraine et nos sites qui étaient témoins à côté. On avait le plus haut taux de mortalité, puis on voit qu'il y a des super grosses différences sur mon graphique ici. Donc, ça, c'est les différences significatives qu'on a fait ressortir. Par la suite, ici, ce que je présente, c'est la qualité de l'eau en fonction du taux de charbly. Donc, l'idée, c'est d'avoir une relation entre les deux effets pour voir, OK, on a vu que la qualité de l'eau avait des effets. Est-ce que ça, c'est directement relié par la suite au charbly? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu les mêmes relations que je viens de présenter tantôt. Donc, l'escar en tant que tel est un environnement super sensible parce que plus on augmente, puis ça, on a une relation assez linéaire. Donc, plus on augmente les charbly, plus après ça, la qualité de l'eau va avoir tendance à diminuer. Et on voit des effets un peu similaires aussi avec le pain gris, spécifiquement, surtout avec le pain gris sur l'argile, encore une fois. Donc, il faudrait peut-être essayer de faire attention en fonction des peuplements puis en fonction des substrats. Donc, il veut pas. Oui, OK. Donc, en conclusion, l'idée de mon projet, c'est vraiment essayer de faire une remise en question de la bande riveraine.
Donc, le premier, c'est surtout de prendre en considération les caractéristiques des peuplements forestiers, les caractéristiques de qu'est-ce qu'on retrouve sur notre territoire. Comme j'en ai parlé tantôt, en ce moment, avec le RADF, on applique le 20 mètres partout. Donc, l'idée, c'est peut-être de regarder si on a des peuplements différents, si on a des types de substrats différents, si on a de la topographie du territoire qui est différente, peut-être l'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on retrouve. Aussi, peut-être essayer de prendre en considération les interactions, la relation qu'on trouve entre le charbli et les milieux aquatiques, étant donné que plus on avance dans le temps, plus on sait qu'on va avoir des charblis, et qu'après ça, les charblis ont des effets sur le milieu aquatique. Donc, prendre aussi en compte qu'il va y avoir une dégradation peut-être de notre outil de protection. Puis finalement, avoir un aménagement qui prend en compte les effets à plus long terme, étant donné que, comme j'en ai parlé tantôt, on ne revient pas sur le territoire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et qu'on sait qu'il va y avoir de la dégradation, peut-être aussi prendre ça en compte dans notre aménagement et vraiment avoir une remise en question plus complète de cet outil de protection qu'on a. Donc, merci à tout le monde qui m'a aidé. Moi aussi, j'ai beaucoup de partenaires. Donc, je voudrais dire merci justement à tous ces partenaires-là, mais aussi à tous les stagiaires qui m'ont aidé sur le terrain. Donc, merci tout le monde. Je vais être là pour les questions. Merci à Michel. Désolé pour avoir pas utilisé le bon nom de famille. Alors, Michel Guimont, il faut s'en souvenir, c'est très bon, très intéressant.